Regard croisé sur l'Académie du coaching. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Regard croisé sur l'Académie du coaching. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le coach Michael Delouis qui s'est formé il y a quelques années à l'Académie du coaching et qui va nous partager son parcours au sein de cette école ainsi que son évolution depuis sa certification. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Michael Delouis, bonjour. Bonjour David. Alors en quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'Académie du coaching pour te former au métier de l'accompagnement ? En fait, avant de faire l'académie du coaching, moi je travaillais en entreprise, dans une grande entreprise de l'agroalimentaire. J'ai plusieurs personnes qui étaient, parties, se former pour être coach et certains avaient fait l'académie du coaching et en fait, en les questionnant sur, ce qu'ils y avaient trouvé, ce que ça leur avait apporté, comment était leur métier, ça m'avait beaucoup inspiré et notamment le fait qu'il y avait, une vraie attention à la personne et puis, un travail de qualité. Donc, ça a été, principalement par, l'inspiration d'autres personnes qui m'ont un peu guidé sur ce chemin. Voilà et puis après, j'ai eu la première rencontre avec, à l'époque, c'était Jean-Philippe Di Piazza et ça a été un très, très beau moment où je me suis senti à la fois écouté, compris. J'avais le sentiment que l'académie, aidait à vraiment développer, la singularité de coach et moi, ça me tenait à cœur. Donc, ça m'a permis de vraiment me décider à suivre la formation auprès de l'académie. Et est-ce que tu pourrais nous partager des moments marquants, que tu retiens de cette formation? Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui a changé ton regard sur, le coaching ou ta manière de coacher ou toi-même? En fait, moi, ma formation, elle a été en plein covid. Là, on se parle, on est le 12 mars, donc exactement il y a 5 ans. On avait l'annonce que bientôt on serait confiné. Et en fait, ça a été, une formation pour moi où on a dû vivre, des gros changements, passer de formation en présentiel à formation, en visio et je pense que ça a été énormément marquant sur finalement, comprendre comment à la fois on peut avoir un cadre, et besoin d'un cadre et en même temps comment ce cadre il peut, bouger, évoluer et doit parfois évoluer et comment là-dedans on arrive à garder une pratique, d'excellence et je trouve que c'était très structurant, à la fois, challengeant comme on dit, à l'époque et en même temps, moi, ça me marque toujours dans la manière d'accompagner des personnes ou des équipes et ça finalement a fait partie de notre manière de notre capacité à nous adapter, à rester sur l'essentiel pour se former. Donc moi, c'est un moment vraiment marquant qu'on a vécu il y a exactement 5 ans et puis après, c'est finalement, tout le processus de transformation déjà personnelle qu'on fait au travers de toute la formation. On croit peut-être au départ, se former principalement sur des outils, sur des techniques et il y en a et c'est important et en même temps, c'est vraiment le chemin vers, qui on est ou qui on a à être en tant que coach qui pour moi m'a énormément marqué, et avec notamment, un moment marquant sur quand on a travaillé sur notre génie personnel et en quoi ça pouvait alimenter notre patte et notre posture de coach. Après il y a plein d'autres moments, je pourrais en citer, mais voilà, si je devais citer ça là tout de suite, ce serait ça. Donc tu as passé, si je comprends bien, une partie de la formation donc en distanciel, Oui. de fait, hein, puisqu'il y avait le covid et les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Est-ce que ça a été simple de se former dans ce cadre-là? Parce que c'est quand même inhabituel. Ça a été, compliqué. En fait, on a dû apprendre en marchant et pour moi, c'est une belle analogie à finalement ce qu'est aussi l'accompagnement. C'est-à-dire que le cadre évolue, qu'on le veuille ou non, même s'il doit être posé au départ et on doit faire avec ce que finalement, la matière qui est là, au moment donné. Donc oui, ça a été challengeant pour tout le monde, hein, je pense pour le corps enseignant, pour nous, pour le groupe, ça a fait beaucoup bouger, beaucoup parler au sein du groupe. Ça nous a fait nous ajuster et pour moi, à titre personnel, ça m'a questionné finalement sur, qu'est-ce qui était juste? Puisqu'à un moment, il y avait peut-être une croyance que, il fallait absolument faire du coaching, en présentiel et qu'il y avait peut-être pas d'autres manières, j'allais dire, meilleures et puis finalement, à un moment, on n'a pas eu le choix et ça a été un dans ma formation, moi, mon premier coaching, je l'ai trouvé, le 12 mars donc on est vraiment un jour d'anniversaire là, coaching d'apprentissage et là, d'un seul coup, je devais improviser d'une certaine manière pour le faire en visio avec, bien sûr, l'appui, la supervision du corps enseignant qui m'a demandé d'aller me faire superviser aussi, voilà et donc à un moment, il a fallu, à la fois plonger dans le grand bain et en même temps dans un cadre qui était complètement, inconnu, pour tout le monde.
et pour moi le premier. Donc ça a créé aussi de l'angoisse, hein, à un certain moment et en même temps aussi de l'excitation de me dire: «Tiens, comment finalement on arrive à trouver un cadre relationnel, un cadre opérant dans quelque chose qu'on connaît pas vraiment?» Voilà. Alors, quel a été l'impact de la formation à l'académie du coaching sur ton identité de coach? Est-ce que tu arrives à identifier comment ça a évolué dans ta manière d'être et d'accompagner grâce à l'école ou avec l'école? Moi, ce que j'ai découvert, c'est l'importance de la présence et du travail sur la posture, du travail sur moi. Donc, je faisais déjà un travail personnel avant l'académie, mais ça l'a renforcé avec cette croyance que je partage, qui est que le premier outil du coaching, c'est le coach. Et donc moi, ça m'a incité encore plus à travailler en travail thérapeutique, à travailler sur moi à travers, mes passions, notamment la course à pied, la marche, et à en faire vraiment, des outils de développement personnel au service de mes accompagnements. Donc ça, c'était un fort impact pour moi de l'académie. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la recherche, d'excellence académique dans ce métier qui est en évolution, tout en ayant la possibilité pour moi, de créer des choses, de créer peut-être des approches, de créer, des modes d'accompagnement un peu, différents. Par exemple, je fais beaucoup d'accompagnement en marchant, j'ai créé un accompagnement, de coaching, itinérant en montagne avec un autre coach, un accompagnement à travers la course à pied aussi. Voilà, qui sont des formes d'accompagnement qui pour moi, ont beaucoup de sens, sont complètement en lien avec ce que j'ai pu, apprendre, dans l'académie et en même temps qui, je pense apportent, une partie spécifique et singulière. Un autre point pour moi qui est important, c'est, l'hygiène du coach. Comment je préserve mon énergie, dans ce métier d'accompagnement qui demande, présence, qui demande attention, qui demande, d'être là et d'apporter sa personne et son énergie donc je suis très attentif à ça, au quotidien. Puis la dernière chose, je pense en termes d'impact, c'est ça m'a appris à me faire un peu plus confiance dans le fait de aussi développer une activité, un business au quotidien et là où, avant j'étais, dans une forme de confort à travailler en entreprise. Alors, je suis un peu curieux, mais ça m'a titillé un petit peu ma curiosité quand tu disais que, tu as créé des formes d'accompagnement, qui puisent aussi dans le sport, si je comprends bien, certaines racines. Tu as parlé de mountain coaching que tu, fais avec un autre coach, Mmh. et tu as parlé aussi de course à pied, si je comprends bien et d'accompagnement en marchant. Est-ce que tu peux donner un peu plus d'éléments sur ces différentes approches que tu as créées? Bien sûr, alors déjà pour repartir de moi, je suis quelqu'un qui adore le sport, qui adore la mise en mouvement, qui croit que le corps, quand il est présent dans une activité, ou même pour penser en fait, c'est beaucoup plus puissant et les choses se mettent en cohérence et ça, j'avais cette intuition-là même déjà avant de rentrer à l'académie et l'académie m'a permis d'affiner un peu tout ça et de voir comment je pouvais mettre ça en mouvement justement. Et donc, pour donner un exemple, le premier accompagnement que j'ai accompagné un dirigeant d'une PME, à la fois sur ses problématiques, très, très concrètes de gestion de son organisation, de son équipe, de ses freins personnels et en même temps, je lui ai permis, à travers la course à pied, de prendre conscience d'un peu son mode de fonctionnement et on faisait les parallèles entre ce qu'il vivait dans la course à pied, par exemple, une propension à être impatient et à prendre des décisions peut-être trop hâtives et ce qu'il vivait dans la course à pied où du coup, il apprenait petit à petit à ralentir, à se poser, à trouver un rythme différent et qui lui permettait finalement d'aller plus loin. Et donc, fort de ça, j'ai pu développer une approche où justement j'aide les gens à se découvrir à travers la course à pied et à faire les parallèles avec ce qu'ils vivent, personnellement, professionnellement. Je pratique beaucoup de coaching en marchant pour, les coachings personnels ou professionnels. Donc là, j'emmène, par exemple des dirigeants, marcher, pas plus tard que ce matin, j'étais avec le dirigeant d'une grosse PME, pendant 1 heure et demie, nous sommes partis marcher et ça permet, finalement un autre regard sur sa réalité, sur, les enjeux qu'il a à la fois stratégiques et personnels. Parfois se connecter un peu plus fort à ses intuitions, notamment dans des prises de décision, dans des prises de recul et donc ça, je le pratique, très régulièrement depuis que j'ai commencé et puis la dernière chose, c'est avec, un autre coach, c'était une belle rencontre. On était passionnés tous les 2 de nature et on a une conviction que, sortir
les personnes du cadre et les emmener dans un cadre inspirant peut être très puissant. Donc on a créé une approche où on fait des expéditions de coaching, en fait, pendant 3 4 jours, maintenant pour des équipes dirigeantes, pour aller créer un peu plus de confiance profonde entre les membres des équipes et faire tomber un peu les masques pour aller travailler à un niveau de relationnel beaucoup plus fort, par exemple. Quand tu fais du coaching, en marchant avec un client, du coup, vous marchez en parallèle? Oui, on marche en parallèle. Il y a des moments où on peut se poser, on peut se regarder en face à face, mais le principe, j'allais dire général, c'est qu'on va marcher, et regarder un peu dans la même direction et en même temps utiliser souvent le décor qu'on a qui est la nature autour, parfois comme un photolangage. Donc il peut y avoir des éléments qui se passent autour et qui peuvent faire trait ou, référence à, la discussion qu'on a, au moment donné. Donc finalement, on a un terreau, de pratique et de questionnement qui est là, présent et souvent qui est émergent. Donc ça, c'est très puissant et puis le fait de regarder, dans une même direction, ce que j'ai observé, c'est que chez plusieurs personnes, ça leur permet à un moment d'avoir un espace de liberté de parole. Ils ont peut-être pas forcément au démarrage, notamment quand ils sont en face à face et du coup, de penser un peu différemment. Et puis très souvent, je leur demande de se connecter aux sensations corporelles qu'ils peuvent avoir pendant qu'on marche. J'observe beaucoup le rythme de marche. Il peut arriver que quelqu'un avec qui, commence la session, est sur un rythme effréné et en fait, on prend conscience de ce rythme et très souvent, c'est très en lien avec ce que la personne vit, émotionnellement et ou dans son quotidien, par exemple. Du coup, on peut travailler sur des rythmes de marche qui permettent aussi à un moment à la personne de ralentir par exemple ou au contraire d'accélérer ou de se poser un moment. Voilà, donc il y a vraiment un mouvement général dans la session de coaching où le corps prend toute sa part. OK. Donc du coup, tu marches de tout temps ou tu privilégies, les jours où il fait beau? Ça, c'est la première question et la deuxième, c'est est-ce que Ouais, c'est plutôt dans les parcs et jardins, dans les musées, dans la rue? je marche de tout temps, toujours en alliance avec, la personne que j'accompagne. Ce matin, par exemple, il pleuvait, donc nous avions prévu les protections nécessaires en amont, parapluie, chaussures adéquates, et on a pu faire une sortie sous la pluie, et parfois on utilise justement ces conditions, ces aléas pour faire, des questionnements, des références avec ce que vit la personne, dans son quotidien, donc ça peut être très puissant. Il faut bien sûr que la personne soit d'accord et puis, excuse-moi, quelle était ta deuxième question? Est-ce que ça t'arrive de coacher, pardon et Ah oui, de dans coacher en dans quels marchant endroits? dans ouais, dans un musée, dans un parc, dans un jardin ou carrément dans la rue? Moi, je fais principalement en extérieur, quasiment exclusivement en extérieur. Je trouve des endroits, qui sont un cadre, j'allais dire inspirant. Donc par exemple à Paris, j'ai repéré plusieurs endroits qui sont inspirants. Il y en a un que j'aime beaucoup, par exemple, c'est la Coulée Verte. Parce que la Coulée Verte, elle a quelque chose de symbolique, c'est d'aller retrouver un peu de zone verte, de zone d'oxygène, et symboliquement pour plusieurs personnes que j'ai accompagnées, c'était très en lien avec ce qu'elles vivaient. Dans des parcs aussi, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir un chemin établi, mais on peut aussi, en fonction de la discussion, changer de chemin, changer de terrain et du coup, la séance prend une tournure très, très, très spécifique et singulière. Ce matin, moi j'habite à Bordeaux, ce matin on était sur les quais de Bordeaux, voilà donc c'est à la fois un endroit très ouvert, en même temps très calme, et puis en même temps c'est propice à pouvoir justement, pouvoir échanger. OK, super. Et alors, si on revient sur, l'enseignement de l'académie du coaching, est-ce que tu aurais un cas en tête, où tu as pu mobiliser un outil ou un concept appris et le mettre en œuvre, pour cet accompagnement? Oui, je pense à un outil qui me parle beaucoup, que j'utilise beaucoup, c'est l'outil des 3 P: protection, permission, puissance. Je l'utilise à tel point que, par exemple, hier, je l'ai utilisé avec un comité de direction qui a besoin à un moment, qui est en transformation et qui a besoin de s'ajuster ensemble pour pouvoir prendre des décisions un peu de manière plus apaisée et en même temps de plus juste. Et donc je leur ai partagé l'outil, on a commencé à travailler sur des cas concrets qu'ils ont, sur, voilà, quel est l'enjeu, quel est le risque réel qu'ils ont et puis derrière, quelles sont les protections, les permissions qui peuvent se mettre individuellement et collectivement pour passer l'obstacle qu'ils ont à passer, ensemble. J'ai même réutilisé cet outil pour en faire un outil que j'utilise avec beaucoup d'entrepreneurs, où je les fais travailler, sur justement, de manière très concrète en 5 étapes sur comment on peut utiliser les 3 P pour, passer les prochaines étapes de l'entrepreneuriat
qui est un métier où par essence, on a 8 à 9 chances sur 10 de rater au démarrage et donc travailler à partir de cet outil, je trouve est très, très puissant, notamment sur ce type de public. Donc tu le disais tout à l'heure, Michael, c'est que tu as été formé, pendant l'année covid, hein, donc Ouais. il y a 5 ans aujourd'hui. Heu, Mmh. Quel est ton regard? Comment tu perçois aujourd'hui les exigences du métier, de professionnel de l'accompagnement, 5 ans après ta formation? Pour moi, c'est un métier qui est encore, en train de se chercher et donc ça demande encore plus d'exigence à le faire bien. Donc pour moi, ça veut dire, avoir, une forme de discipline personnelle sur, comment on le pratique, auprès de qui on le pratique, de manière déontologique aussi, pour pouvoir justement, en tout cas, je trouve, émerger dans un monde où il y a énormément de coachs. Donc ça, je suis très reconnaissant à l'académie d'avoir vraiment insisté sur ces points-là. Je pense que c'est un métier où il y a besoin aussi de créer pour que ce soit pas un métier trop uniforme non plus. Donc moi, dans mon trajet personnel et professionnel, c'est important de continuer à me former régulièrement pour enrichir par de nouvelles pratiques, de nouvelles approches, ma besace de coach, je vais le dire comme ça. Et après, je pense que c'est un métier où, c'est pas évident pour tout le monde d'en vivre, concrètement. Et en même temps, si on fait un travail de qualité, il y a un vrai besoin, il y a des vrais besoins, que ce soit à titre individuel et collectif. Et je pense que c'est encore en train d'évoluer de manière assez majeure. Voilà, donc, d'une certaine manière, là, il y a un le métier commence à être assez mature, mais il est encore en phase, j'allais dire d'adolescence, quoi. Est-ce que tu t'es senti prêt en sortant de l'académie, pour faire face, aux différents challenges qui étaient devant toi, par rapport à ce métier, son évolution et cetera? Oui, je me suis senti prêt à me lancer pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme nous avons une phase de coaching d'apprentissage, pendant la formation, pour moi, ça a été vraiment, le pied à l'étrier. En parallèle, on avait suffisamment, d'outils de travail sur soi pour pouvoir, derrière, justement me lancer. Donc moi, je me suis senti prêt et puis de toute façon, c'était vraiment un projet, qui me tenait à cœur donc à un moment aussi, j'ai dû, bah, passer le cap pour y aller et je regrette pas. Voilà, ça, j'ai envie de le dire. Je regrette pas et surtout, je suis très reconnaissant encore une fois, à la formation dont j'ai bénéficié à l'académie parce que, il y a un bon équilibre entre, un enseignement de qualité, des outils nécessaires et suffisants à ce stade pour pouvoir se lancer et en même temps une ouverture forte pour que, à l'époque, je puisse, vraiment, aller voir mon réseau, trouver mes premiers clients et puis commencer à pratiquer. Quels défis tu as rencontrés depuis ta certification et comment tu les as surmontés? Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager les principales étapes de ton installation et de ton évolution depuis 5 ans? Bah, mon premier défi, ça a été de me lancer en pleine période de covid et de pouvoir trouver mes premiers clients et par chance, ou le hasard de les beaux hasards de la vie, j'ai rencontré un coach expérimenté qui m'avait dit, «Ton marché, c'est le monde». Et fort de cette inspiration, je me suis dit: «Bah, finalement, peut-être le covid va m'aider à ne pas me mettre trop de barrières géographiques». Mon premier défi, ça a été ça, ça a été d'aller chercher des clients, bah, finalement, à Bordeaux où j'habite, mais aussi, à Paris et puis, à Singapour, à Madrid, San Francisco, donc j'ai eu très rapidement des clients à différents endroits du monde. Ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et au départ, dans une période où je me faisais la main, on va dire, mais j'en vivais pas encore. Donc c'était la première étape. La deuxième étape, pour moi, ça a été de commencer à développer, un peu plus des approches singulières, tout en étant conscient que, peut-être ces approches prendraient du temps à émerger et donc aussi, à mettre en place des approches, un peu plus classiques, traditionnelles, mais qui sont, à la fois utiles, nécessaires et efficaces. Donc d'avoir un mix, on va dire, entre, des approches individuelles, collectives et des approches très spécifiques. La troisième étape pour moi, c'était vraiment après 3 ans de pratique, vraiment constater que, j'avais suffisamment de «bouteilles» entre guillemets pour passer un premier cap et notamment ce cap pour moi, c'était le cap de viabilité de mon activité. Donc, autour des 3 ans et demi, j'ai commencé vraiment à vivre de mon activité et là, c'était vraiment une fierté,
de me dire que voilà, j'ai créé, mon entité, j'ai, pu développer un certain réseau, j'ai, une certaine reconnaissance et je peux vivre de mon activité. Et là, je rentre plutôt dans une étape, je vais l'appeler de redéploiement, c'est-à-dire que j'ai plusieurs offres et il est important pour moi de pouvoir maintenant, en pousser certaines un peu plus, et puis peut-être d'autres, les équilibrer un peu plus. Voilà, et aujourd'hui, je fais à la fois du coaching individuel, du coaching d'équipe, d'organisation et puis, un peu de formation aussi. Alors, Mickaël, tu nous parlais justement que, 5 ans après, tu avais, consolidé et que tu commençais à vivre, de ton activité. Est-ce que tu peux nous partager des cas d'accompagnement, en individuel, en équipe, en organisation, qui sont emblématiques de ta pratique aujourd'hui? De manière emblématique, aujourd'hui, j'accompagne, depuis maintenant, un peu plus de 6 mois, le comité de direction d'une entreprise qui est en transformation sur un accompagnement long. C'est-à-dire qu'on a commencé par, quand je dis «on», c'est avec l'équipe et le dirigeant, par, poser un diagnostic, ensuite, faire un séminaire de lancement et puis derrière, j'ai adapté avec eux comment j'allais les accompagner à titre collectif pour passer un 1er cap de cohésion et en même temps, en lien avec leurs enjeux, opérationnels et puis, 6 mois plus tard, collectivement avec le comité de direction, nous venons de décider de basculer vers des accompagnements plus individuels à ce stade, pour ensuite reprendre une dynamique collective. Moi, j'aime beaucoup ces accompagnements longs. Je suis quelqu'un qui aime la course à pied, l'endurance et je considère que des accompagnements qui permettent des vraies transformations sont importants. Donc quand, il y a à la fois des étapes différentes, avec derrière une capacité, pour moi à faire évoluer l'accompagnement en fonction des besoins du client, là je m'éclate de manière très simple et je trouve que j'ai une certaine facilité à pouvoir, évoluer avec le client dans cette complexité. Un autre accompagnement, symbolique, c'est l'accompagnement d'un fonds d'investissement à la montagne, d'une équipe d'un fonds d'investissement à la montagne pendant 3 jours où, l'équipe n'avait pas pu vraiment, se voir, se parler, pendant plusieurs mois et avait du mal à vraiment fonctionner comme une équipe finalement. Et le fait de les avoir accompagnés en montagne, d'avoir été créé avec eux, un discours de vérité, qu'ils aient pu, comprendre vraiment pourquoi chacun, faisait partie de l'aventure qu'ils ont ensemble, qu'est-ce qu'ils avaient à se dire et puis derrière d'utiliser le cadre inspirant de la montagne pour, créer finalement une nouvelle dynamique d'équipe. Ça a été très, très marquant et on a revu le responsable de l'équipe, 6 mois plus tard qui a dit que ça avait eu un impact très significatif sur leur manière de travailler ensemble et sur des prises de décision importantes. Et puis un dernier que je pourrais citer, c'est, l'accompagnement d'un dirigeant d'une société qui vient me voir, au démarrage en me disant: «Je veux vendre ma boîte» et puis qui 3 mois plus tard après, avoir fait pas mal de coaching en marchant, notamment un coaching où je lui ai demandé de se connecter vraiment à son intuition pendant une centaine de mètres. Tu arrivé à la conclusion que finalement il voulait pas revendre sa boîte. Il était pas prêt et puis quelques mois plus tard, c'est lui qui rachète, un de ses concurrents et ça, je trouve ça puissant parce que ça veut dire que par le questionnement, par le fait d'aider le dirigeant à se connecter un peu plus à lui-même et à ce qui est important pour lui, à sa zone de cohérence comme je l'appelle, je l'ai aidé, à finalement prendre peut-être la bonne décision qu'il ne s'autorisait peut-être pas à prendre, au moment où il est venu me voir. Alors, quels sont les résultats dont tu es le plus fier en tant que coach? Quelles sont les réalisations, et peut-être aussi les cas clients, qui te mettent dans la fierté aujourd'hui? Bah, déjà moi pour commencer, je dirais que la première chose qui m'anime, c'est quand je vois un client qui passe un cap. Ça peut paraître bateau pour le coup, mais moi vraiment c'est quelque chose qui m'anime. Donc dès qu'un client sort d'un frein personnel ou d'un frein professionnel qu'il a, c'est une vraie satisfaction. De manière plus concrète, j'en parlais tout à l'heure, le dirigeant qui, au départ dit: «Je veux vendre ma boîte» et puis qui derrière, finalement, recrée un nouveau projet d'entreprise et finit par, racheter une autre société. C'est une vraie satisfaction pour lui, c'est une vraie satisfaction pour moi. J'étais il y a quelques jours avec une équipe que j'accompagne depuis 2 ans
Et au départ, chacun devait trouver sa place, la responsable de l'équipe devait constituer une nouvelle équipe et puis 2 ans plus tard, elles se sont dit entre elles, parce que ce sont des femmes, qu'elles adoraient travailler ensemble et qu'elles étaient beaucoup plus, performantes ensemble. Là où, peut-être 6 ou 9 mois plus tôt, c'était plus conflictuel. Ça, c'est des vraies satisfactions. La dernière, je dirais, c'est, quand, à titre individuel, une personne, prend conscience soit d'un levier, soit d'un frein dont il n'avait pas conscience avant et que d'un seul coup, par un beau recadrage, finit par, infléchir complètement une trajectoire de prise de décision, d'action, et de mise en mouvement. Ça me met vraiment en joie. Quels sont tes projets actuels ou futurs, en lien avec le coaching que tu voudrais, peut-être partager avec les auditrices, les auditeurs? Bah, j'ai un projet en fait qui me tient à cœur, c'est qu'il y a un sujet qui est autour de la gestion du rythme, la gestion du tempo, qui pour moi me tient énormément à cœur. Ça vient, originellement, j'allais dire de la course à pied, mais pas que. En tout cas, c'est l'inspiration pour moi, j'en retire et je trouve que c'est une thématique qui est, potentiellement très pertinente et très puissante, par rapport à ce que vivent les équipes, les personnes dans leur quotidien et donc j'aimerais pouvoir développer un peu plus, une approche, des éclairages autour de comment finalement on arrive à gérer son tempo individuel, collectif au service, par exemple, de la performance. J'ai commencé à écrire dessus et je l'utilise déjà dans des accompagnements, mais je pense que j'ai un potentiel à pouvoir, développer ça de manière beaucoup plus puissante et inspirante peut-être. Et quand tu dis: «J'ai écrit des choses», c'est dans un projet de livre ou c'est plutôt un projet de structuration d'un parcours qui permettrait aux clients de vivre pleinement cette thématique? À ce stade, il y a les 2. C'est-à-dire que j'ai développé des ateliers, autour de la gestion du tempo. Ça, je commence et puis j'ai commencé à, poser les bases de ce qui pourrait être, un livre, autour de cette question. Voilà et ce que j'aime, c'est faire les parallèles, notamment avec des données très physiologiques, c'est-à-dire que dans la gestion du tempo, par exemple, je parle moi de comment le cœur, l'organe, gère l'oxygène, pour pouvoir alimenter le corps, pour pouvoir gérer finalement, ses intensités dans les hauts et les bas de, par exemple, d'une course longue. Je trouve qu'on peut faire un énorme parallèle avec, comment, une personne gère son intensité, notamment face à des thématiques, par exemple, de burn-out ou autre ou d'épuisement, et aussi, en collectif par rapport à, finalement, ce qui est mon rythme à moi par rapport au rythme de l'équipe et comment on arrive dans souvent ce qui est considéré comme une course contre la montre, hein, la course au résultat, à être un peu moins focalisé sur justement le résultat, mais un peu plus sur, comment on gère son rythme. Si tu devais donner un conseil à un futur élève de l'académie du coaching, lequel serait-il? Dit autrement, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette formation peut-être? Pour moi, je lui dirais que ce qui va faire un bon coach, c'est qu'il ou elle travaille sur, qui il veut être en tant que coach et que pour ça l'académie porte une attention toute particulière à vraiment le développer. Et mais autour de ça, les outils, les suivis, les, supports nécessaires pour que, cette deuxième couche, on va dire, se mette au service de la première qui est centrale, qui est le cœur pour moi. L'attention à la personne que défend l'académie, du coaching pour moi, est vraiment essentielle. Donc, je lui dirais déjà ça, que c'est une formation très expérientielle et donc, ils ressortiront avec, ben, bien sûr des clés, des outils, mais déjà de l'expérience finalement, pouvoir se lancer. Et puis il y a un réseau et moi j'ai rencontré que des belles personnes, avec qui j'avais envie, de partager, et de travailler potentiellement. Je pense qu'il y a vraiment un côté humain, dans toute sa splendeur qui est vraiment au cœur de ce que promeut l'académie et c'est vrai, c'est authentique. Alors, en guise de conclusion, si tu devais coacher une figure historique ou un personnage fictif, qui choisirais-tu et pourquoi, Michael? J'aimerais bien coacher Spider-Man. Déjà parce que c'était un de mes héros quand j'étais enfant, parce que je trouve qu'il a plein de capacités, plein de potentiel, qu'il est assez, c'est quelqu'un qui rigole tout le temps, en tout cas et puis surtout qui
au démarrage, paraît pas ce qu'il peut faire. Donc j'aime bien ce décalage et donc j'aimerais bien le coacher pour voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter, dans un monde peut-être virtuel ou parallèle ou peut-être réel, voilà. OK, mais en tout cas, merci beaucoup Michael d'avoir accepté de partager autour de ton parcours depuis, ta certification à l'Académie du coaching. Puis j'espère que ça va éclairer, celles et ceux qui, envisagent une formation et peut-être ouvrir des pistes de réflexion, pour les autres. Alors en tout cas, merci beaucoup et puis, à bientôt pour, un nouvel épisode. Merci David, un vrai plaisir. Regard croisé sur l'Académie du coaching. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur l'Académie du coaching, consultez le site www.academy-coaching.fr. Vous pouvez liker, commenter ou repartager cet épisode. À bientôt pour un nouvel épisode. Regard croisé sur l'Académie du coaching.